Chers téléspectateurs de Canal 3, Bénin, bonjour. Rencontre avec les ténors du parti Les Démocrates. Message sur l'état de la nation devant la représentation nationale. C'était le jeudi 21 décembre dernier. Entretien exclusif relayé sur l'ensemble des chaînes de télévision et même par certaines radios à l'intérieur comme dans la partie méridionale du pays. Le président de la République est très en vue ces derniers mois au plan médiatique. Est-ce une nouvelle ligne de conduite que lui ont tracé ses conseillers en communication ou l'envie de chef de l'État, d'un père de la nation, de ne plus laisser ses compatriotes sur leur soif quant à certains sujets brûlants de l'actualité nationale, bien malin qui pourra le dire, ou peut-être, docteur Sedami Medegan Fagla Romaric, sur ce plateau, elle est peut-être dans le secret des dieux, on ne sait jamais. Dans tous les cas, on est abreuvé d'informations avec ces différentes sorties du président de la République qui nous plonge dans les Béninois, dans l'histoire, dans ces sorties. On tentera de décrypter tout cela en une heure. Ces 60 minutes chrono, sans occulter, bien entendu, bien d'autres sujets qui font l'actualité au pays en ce moment. Docteur Sedami Romaric Medegan Fagla, bonjour. Bonjour, monsieur Aounou. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Allez, je précise que vous êtes enseignante à l'université d'Abomey-Calavi, directrice de l'IPAB, entendez Institut parlementaire du Bénin, et membre de la direction exécutive nationale du Parti Union progressiste Le Renouveau. J'ai le plaisir de vous recevoir ce dimanche en compagnie de mon collègue Wahab Ali Para. Wahab, bonjour. Franck Aounou, bonjour. J'espère que vous tenez la forme. Oui, je tiens la forme. Combien de Béninois, bien entendu, après avoir écouté le chef de l'État et autres, Madame Medegan Fagla, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau de Zone Franche. Vous suivez l'actualité comme monsieur et madame tout le monde, mais on est bien curieux de comprendre comment ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale pour vous, qui d'une manière ou d'une autre, vous êtes un peu retranché, mais qui êtes toujours, je dirais, à l'Assemblée nationale dans une autre position. Comment ça se passe, le regard que vous portez sur la chose? Alors, dans votre question, il y a mon regard sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, oui, sur le rôle, la manière dont les députés animent le débat parlementaire aujourd'hui. D'abord, je reconnais une constance, la constance des partis de la mouvance de l'Union progressiste de Renouveau et du Bloc républicain qui, dans leur rôle de vote des lois, d'action, de contrôle de l'action du gouvernement, restent cohérents dans leur soutien au gouvernement, dans leur critique des actions du gouvernement, dans leur contrôle monitoring des actions du gouvernement et dans le vote des lois favorables à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je les reconnais bien, ils sont constants, ils sont cohérents. Ce sont des partis de la mouvance, ce sont des partis qui défendent l'intérêt général l'intérêt général et l'intérêt supérieur de nos citoyens. Par contre, il y a un autre parti, le Parti Les Démocrates, qui m'étonne par son incohérence totale et qui, à mon sens, est en train de passer à côté de sa mission, qui est quand même de sauvegarder l'intérêt du Béninois, de chaque individu, de tous les individus qui les ont envoyés là. Ils nous représentent tous, ils représentent tous les Béninois, et j'estime qu'ils sont en train de bafouer nos intérêts, qu'ils sont en train de passer à côté de leur mission. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Parce que si les autres soutiennent mordicus, bec et ongle, les actions du gouvernement, ce que fait le régime en place, eux-mêmes, c'est leur façon de dénoncer, de voir un peu les limites. Ça permet d'avancer, non? Alors, qu'est-ce que vous parlez de soutenir? Pourquoi vous parlez de soutenir mordicus? Voyez-vous, lorsqu'on vous dit que nous avons trouvé de l'argent pour faire des routes dans les 2 KP, quel est votre rôle? De dire, ok, d'accord, on vous permet de dépenser cet argent-là pour faire ces routes-là. Toutefois, vous venez nous rendre compte et nous allons suivre les travaux, nous allons suivre votre capacité à aller au bout de ce projet. Notre rôle n'est pas de dire non. Est-ce que le rôle d'une personne qui défend l'intérêt de la nation, c'est de dire non, de dire, on vous dit, ok, nous allons apporter... Peut-être quand on ne sent pas que ça touche vraiment l'intérêt, je dirais, des populations. On pense que c'est peut-être au profit juste du cercle qui propose le projet. Monsieur Ali Para, oui, lorsqu'on dit que... les enfants vont manger à l'école, oui, qu'1 million d'enfants mangent à l'école. Là, vous parlez des cantines scolaires. Je parle des cantines scolaires. De quel cercle vous parlez? Ce sont les enfants de quel cercle?
Les enfants sur l'ensemble du territoire national mangent à l'école. On dit on va étendre ça. Nous sommes sur 100 écoles, 75 bénéficient de ça. Aujourd'hui, toutes les écoles bénéficieront de ça. Les enfants sont des enfants de quel cercle? Du cercle bénin. Quand on dit que les centres de santé, près de 800 centres de santé vont être réfectionnés, qui c'est qui vont dans ces centres de santé? Quel enfant, de quel cercle vous parlez en réalité? Donc, on parle de choses qui touchent tous les Béninois, qui améliorent notre vivre ensemble collectivement. L'éducation, la santé, les infrastructures, parce que lorsqu'on produit, lorsqu'il n'y a pas la mobilité, c'est quoi? C'est de pouvoir, lorsque vous avez produit, pouvoir sortir de chez vous aisément, pouvoir aller d'une commune à l'autre. Qui est-ce que ça avantage? Les Béninois tout entiers et les habitants de ces communes-là. Il n'y a pas que ça. Il y a les démocrates qui disent par exemple que le chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, il ne respecte pas sa parole donnée, qu'il veut tout pour lui et rien pour les autres. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les gens soutiennent les projets qu'il porte? Bon, qu'il démontre les choses que le chef de l'État veut pour lui, qu'il démontre tout pour lui en fait. Parce que lorsqu'on fait des infrastructures que tout le monde utilise, je veux savoir, est-ce que Patrice Talon va encore à l'école aujourd'hui? Est-ce que les enfants de Patrice Talon vont à l'école encore aujourd'hui? Donc les enfants qui mangent à les cantines scolaires, là, tout pour lui c'est quoi? Lorsque les enfants qui sont employés, nos jeunes concitoyens qui sont employés dans Glodjibé, ce sont les enfants de Patrice Talon? En fait, tout pour lui c'est quoi? Qu'on nous démontre le tout pour lui en réalité. Alors pourquoi vous attendez forcément quel tout et pour lui qui? C'est Daniel Père, pourquoi vous attendez forcément à ce que les démocrates soutiennent aussi les actions un peu comme l'UPR et le bloc républicain? On risque d'avoir, je dirais, 109 députés, n'est-ce pas, applaudir les actions de Patrice Talon? Pas du tout. Personne n'a jamais demandé ça. On demande juste une cohérence dans l'action publique. Un député est au Parlement, pourquoi? Un député va au Parlement pour voter des lois qui sont en faveur de la population, n'est-ce pas? Pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, mais il faut que il faut donner les moyens au gouvernement pour qu'il fasse les actions afin de pouvoir les contrôler, n'est-ce pas? S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de contrôle, d'accord? Donc j'aurais bien vu, moi, les démocrates, on donne les moyens, on permet au gouvernement de faire, et ensuite on joue les gendarmes. C'est le rôle du député en réalité, il ne faut pas passer à côté de ce rôle. Si leur posture vous dérange autant, vous aurez peut-être préféré qu'on aille encore, disons un peu dans le passé, dans une assemblée que l'on qualifierait de monocolore, à laquelle vous avez appartenu, qui a essuyé de vives critiques dans le pays. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, bicolore, tricolore, comme vous voulez. D'abord, ça c'est un débat qui est du passé, d'accord? Pour moi, il faut changer de discours aujourd'hui et arrêter de revenir à ce passé-là. Justement, les démocrates permettent de changer le discours. Mais excusez-moi, personne ne leur demande de soutenir aveuglément. Ils sont dans leur rôle, c'est un parti de l'opposition. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez être de l'opposition et être d'une opposition constructive. Vous pouvez, personne ne vous dit d'applaudir les actions du gouvernement, mais donner au gouvernement les moyens de faire les actions. Ça n'est pas une première au Bénin. Nous savons, il y a un ancien ministre qui, chaque fois, quand le général Mathieu Kérékou, perd son âme, posait un acte, eh bien, il disait toutes les fois que l'élève n'a pas encore appris ses leçons, ce qu'il fait, ça ne cadre pas avec les intérêts du pays. Ils étaient très critiques, ces opposants. Alors, qu'est-ce qui ne cadre pas avec les intérêts du pays dans les actions du président Patrice Talon? Dites-moi. Est-ce que c'est le fait que le gouvernement est en train de se battre pour améliorer notre manière de vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement en réalité? Vous savez, les démocrates, ils passent leur temps à faire de la démagogie. On dit le peuple a faim. D'accord, ok. Ils attendent que le gouvernement passe son temps à venir nous dire le peuple a faim. Que le président Talon, lorsqu'il est venu faire son adresse à la nation, aux députés à travers l'hémicycle, vienne dire le peuple a faim. Mais est-ce que vous sentez vraiment que le peuple a faim? Je vais vous poser une question, monsieur Ali Para. Oui. Dans quel pays il n'y a pas de personnes vulnérables? Dans quel pays au monde il n'y a pas de personnes vulnérables? Est-ce que vous connaissez un seul pays au monde? Vous pouvez me citer un seul pays. On ne peut pas dire que parmi les concitoyens, il y en a qui
qui ont davantage de difficultés. C'est le propre de toutes les nations, de toutes les sociétés humaines. Oui. Ce que nous attendons d'un gouvernement, c'est quoi? C'est quand il vient, ils nous disent, voilà les défis que nous avons, y compris les défis des plus vulnérables parmi nous. D'accord, ça fait votre lecture des démocrates et l'opposition. Je n'ai pas terminé. Et qui nous disent, voilà comment nous allons améliorer vos conditions de vie. Voilà comment nous allons permettre aux plus vulnérables de mieux vivre dans notre société et de permettre à tout le monde de vivre d'une façon plus agréable, en fait. Et c'est ça le rôle d'un gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est pas de venir nous dire, ah, ça ne va pas. Effectivement, nous avons eu dans le passé un chef de l'État pendant une décennie qui passait son temps à venir se lamenter à la télé. Ah, ça ne va pas. Oh, mon pays est le dernier. Oh, mais bon, d'accord. Ok, une fois qu'on a fait ce bilan-là, qu'est-ce que vous nous proposez? Nous voulons des choses, vous voulez que nous proposions des solutions que nous allons toucher au quotidien. Alors, et c'est ce que le gouvernement fait. Il n'y a pas que le social qui est indexé par les démocrates. Ils disent par exemple que l'atmosphère politique est délétère. Oui. Il faut s'asseoir pour discuter. Et d'ailleurs, je vous lis une phrase à propos du chef de l'État hier dans cette entrevue exclusive. Il dit « Je n'ai pas compris ce que les démocrates appellent assise nationale. Il n'y a pas de crise, pas de problème qui impose qu'on se retrouve pour discuter. Est-ce que ce n'est pas une trop grande autosatisfaction, une manière de nous vivons, de ce qu'est l'environnement politique au Bénin actuellement? Quel est l'environnement politique au Bénin aujourd'hui? Nous avons des partis politiques qui ont été aux élections en 2023, d'accord, aux élections législatives, et qui sont, conformément à leurs résultats, représentés au Parlement. Quelle est la situation politique aujourd'hui au Bénin qui nécessite qu'on aille s'asseoir? Quelle est la crise politique qui nécessite qu'on aille s'asseoir? Est-ce que les démocrates ne sont pas en train de rentrer en possession de tout ce qui leur est dû en tant que parti de l'opposition? Les députés, le Parlement dont vous venez de parler, a voté le statut de l'opposition, les a confortés dans leur statut. Donc, et ils sont en train d'en bénéficier aujourd'hui. Ils ont été comme tous les partis politiques à la Sénat prendre le chèque dans le cadre de la loi du financement des partis politiques que le Parlement dont vous avez parlé, la 8e législature, a voté. Ils n'ont pas boudé ce plaisir-là. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils voudraient qu'on fasse des assises? Dites-nous quelle est la situation. Le cadre institutionnel. Quel cadre institutionnel? Le cadre institutionnel d'organisation des élections, ils ne se sentent pas impliqués. Mais vous savez, c'est un peu... J'ai compris que les démocrates sont dans le sensationnel. Ils manquent d'idées. C'est gentil à vous agacer, vous les partis de la mouvance. Je trouve que c'est dommage parce que nous avons tellement de défis. Nous avons tellement de défis. Bon Dieu, bon sang. Ce gouvernement en fait beaucoup, mais notre devoir, c'est de continuer à le challenger. Parce que dans tous les cas... S'il en fait beaucoup, peut-être qu'il peut également faire ce que demande l'opposition. Dans tous les cas, ce qui importe aujourd'hui... c'est que nous vivions mieux chez nous. Oui, parce qu'ailleurs, ce n'est pas mieux. Si Patrice Talon en fait bien, comme vous le dites, il peut également faire ce que demande l'opposition. Que demande l'opposition? Ces assises nationales en question. Mais à travers la réponse du chef de l'État hier, on sent qu'il banalise les choses. D'accord, je vais vous poser une question. Dans nos familles, nous faisons des assises, nous faisons des regroupements familiales, nous avons des moments de rencontre quand il y a des difficultés, quand, je ne sais pas, il y a des problèmes majeurs, d'accord, entre nous, ok, entre les démocrates et l'UPR, entre les démocrates et le bloc républicain, quels sont les défis majeurs qu'il y a? Entre les démocrates et les autres partis, les FCBE, à part des prises de bec, quels sont les défis qui nécessitent qu'on asseye les Béninois, qu'on leur demande de s'asseoir, de laisser leurs défis quotidiens pour régler des problèmes de personnes? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président des démocrates... En résumé, vous trouvez que le problème est beaucoup plus un problème de personnes. Le président des démocrates, c'est beaucoup plus un problème de personnes. Le président des démocrates a un agenda personnel. Et c'est dommage parce qu'il veut embarquer ce pays dans cela. Il a commencé cela depuis une décennie. Il est resté au pouvoir pendant 10 ans. Prière de nous laisser expérimenter autre chose, d'autres méthodes, un autre mode de gouvernance. Mais on ne peut pas expérimenter cela sans l'ensemble des Béninois. Les démocrates aujourd'hui font partie intégrante de la communauté. Vous avez reconnu comme président de la République un président aussi bien de la mouvance que de l'opposition, d'autrement dit, les présidents de tous les Béninois. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord. Par conséquent, il doit se montrer également à l'écoute de tout le monde. En fait, vous savez,
Nous avons connu Yaya Boni pendant 10 ans. Ouais. Le personnage n'a pas changé. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Ça reste exactement le même personnage que nous avons expérimenté et pour lequel nous avons demandé à changer de système en réalité. Nous devons avoir de la mémoire, parce que la mémoire permet de ne pas refaire des erreurs. Lorsque vous connaissez une personne, elle peut continuer à faire du cinéma, vous savez exactement ce que vaut ce cinéma. Vous pensez que les Béninois sont trop amnésiques? Non, je dis que nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier ce que nous avons vécu dans le passé et que le personnage n'a pas changé. Le personnage n'a pas changé comme par miracle. Vous voyez, quand on prend la plupart des revendications des démocrates en réalité, ce sont des revendications qui n'ont même pas de rapport direct avec le bien-être des Béninois. Aujourd'hui, le Béninois a besoin de quoi? Quand on se lève le matin, quand je me lève le matin et que je vais travailler, je veux avoir l'assurance qu'à la fin de la journée, cette journée a été productive et que demain matin, je puisse avoir de l'espoir, je puisse avoir de la motivation pour retourner aller travailler. Je puisse accomplir mes objectifs personnels, mes objectifs pour ma famille. C'est ça ce qui est important. Quand je me suis malade chez moi, j'ai besoin d'aller me soigner. J'ai besoin d'éduquer mes enfants. Les Béninois investissent énormément dans l'éducation. Je n'ai pas terminé. Non, je n'ai pas terminé. Les Béninois investissent énormément dans l'éducation. Voyez-vous, de ma place de parlementaire, dans mon rôle de parlementaire, j'ai visité tous les pays de la sous-région, de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO. Et au-delà, et je peux vous assurer que le Bénin, les Béninois font partie de ceux qui investissent le plus dans l'éducation de leurs enfants. Je n'ai pas terminé. J'ai des questions de relance aussi. J'ai des questions de relance. On va vous écouter. Ce qui est important aujourd'hui pour le Béninois, c'est l'éducation de qualité. Parce que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école et que l'enseignant n'est pas là, à quoi ça sert de vous battre? L'avenir même du pays est engagé. L'investissement personnel que vous faites est engagé. D'ailleurs, la plupart des parents à l'époque envoyaient leurs enfants dans le privé. Pourquoi on envoie ça fait bien d'efforts, mais vous trouvez que l'opposition ne voit pas cela, c'est ça? Mais l'opposition ne voit pas cela. L'opposition est à côté. Au lieu de demander au gouvernement, d'accord, ok, voilà, aujourd'hui, 75% des écoles bénéficient de cantines scolaires. D'accord, ce que nous attendons, ce que vous attendez 100%, et on va vous suivre pour ça. Aujourd'hui... Alors, de la liste des revendications de l'opposition, qu'est-ce que vous-même vous trouvez de normal, de juste, de réel par rapport à ce qui est la réalité des Béninois? Sincèrement, je n'en trouve pas. Est-ce que c'est un manque de discernement de votre part? Ce ne sont que des revendications politiques, politico-politiques, à visée électoraliste. Ça rejoint la question de quand avons-nous qui posait la question sur l'environnement politique au Bénin. Le quotidien des Béninois n'est pas lié seulement à la politique. Mais c'est un détail non négligeable. C'est quand même un détail non négligeable, reconnaissons-le. Je suis complètement d'accord. La politique, c'est la politique qui régule la société. C'est la politique qui permet à la société d'obtenir justement des avancées, de mettre en œuvre son programme, son projet. D'accord. Ok, mais on a déjà un système politique qui est en place, on a une gouvernance politique qui est en place. Ok, est-ce qu'elle est en train de faire le job? Est-ce que ce système-là est en train de faire le job? Alors, lorsque vous dites que... Lorsque vous dites que les revendications des démocrates, ce n'est pas de nature à véritablement toucher le quotidien, le bien-être des Béninois, lorsque les démocrates prennent leur bâton de pèlerin, vont dans le pays agonie, de Tofo à Malanville, de Karimama pour aller écouter les sojaculteurs par exemple, qui pour eux sont oppressés, sont pressionnés par le gouvernement, n'est-ce pas là une démarche vraiment qui puisse toucher le social? Alors je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-nous tout. Il y a des partis politiques au Bénin qui font un travail formidable, mais dans le silence. Vous allez dire je n'ai pas terminé, sans faire du bruit, sans faire du tapage. L'Union progressiste de renouveau a entamé une tournée de reddition inédite de ses députés dans les 24 circonscriptions du Bénin. Cette tournée a engendré des recommandations, des revendications, des besoins qui ont fait l'objet d'un rapport qui a été remis en silence. D'accord. Des négociations se sont poursuivies avant, pendant, après, dans le silence le plus complet. Parce que pour défendre les Béninois, nous n'avons pas besoin de dire non, ça c'est du cinéma. Des trois parties les plus en vue, des plus
Vous allez permettre qu'on vous pose des questions. Vous allez permettre. Vous ne me laissez pas aller. Vous faites la question rapidement. Vous me posez des questions. Laissez-moi aller au bout des réponses pour que les concitoyens, les téléspectateurs. Oui, c'est justement pour vous relancer. C'est justement pour vous relancer. Je vous demander des trois partis les plus en vue. L'UP, le Renouveau, le BR et puis les démocrates. Qui finalement a fait quoi par rapport au soja et tout ce que nous parlons, puisque c'est sur la question, vous avez dit, vous avez fait une reddition de compte, recommandation. Parce que tout le monde veut s'arracher la couronne. La victoire veut être accrochée au tour de trois parties. Qui finalement est resté bras croisés dans cette affaire-là? Mais personne. En fait, l'Union progressiste n'est pas resté les bras croisés, le Renouveau n'est pas resté les bras croisés. Et pour le bloc républicain, je sais qu'ils ont organisé une tournée également. Je vais vous dire que... Et vous ne savez rien des démocrates. Je vais vous dire que... Vous ne savez rien des démocrates. Vous ne savez rien des démocrates. Monsieur Aounou, mais attendez. Oui, on attend toujours. Vous savez, pour défendre les intérêts d'un peuple, il faut pouvoir parler à la personne. La posture que les démocrates ont adoptée n'était pas une posture de dialogue. Ce n'est pas parce que... À quel moment? Par rapport à la question du soja, c'est ça? Oui, c'est une posture de va-t-en-guerre, d'une posture de dénonciation pour avoir avec soi qu'on appelle une soi-disant une opinion, on va dire une opinion, une sympathie. Mais ce n'est pas ça qui a changé la situation. C'est les discussions. Il faut pouvoir appeler les membres du gouvernement. Il faut pouvoir les rencontrer régulièrement, leur dire voilà. Est-ce qu'ils ont réussi à rencontrer les membres du... À quel moment ils ont réussi à rencontrer les membres du gouvernement pour discuter de ces questions-là? Ils se disent que quand ils le font vraiment on ne les écoute pas. Le gouvernement n'est pas aussi ouvert pour autant. Non, ça c'est de la mauvaise. On a entendu bien de personnes vous savez, il y a différentes méthodes dans la vie. Et reconnaissons que c'est beaucoup plus facile au parti de la mouvance d'avoir accès aux membres du gouvernement plutôt qu'au parti de l'opposition. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a les questions au gouvernement. Nous sommes tous au Parlement. Les partis qui sont au Parlement peuvent faire venir les membres du gouvernement quand ils veulent, à travers des questions orales. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes méthodes dans la vie, voyez-vous. Il y a ceux qui aiment faire le vuvuzela et qui ne produisent pas de résultats. Et il y a ceux qui vont travailler tranquillement dans le silence, obtenir des résultats. Donnez-nous les exemples pour les deux catégories. Ce qui est impressionnant, c'est que ceux qui font du vuvuzela, ils sont très facilement après, ils s'arrogent le fruit du travail qui est fait ça permet au moins de réveiller, non? Pardon? Le vuvuzela permet au moins de réveiller. De réveiller ceux qui... C'est du folklore. C'est du folklore. Excusez-moi, c'est du folklore. Mais ça fait bouger les lignes. Mais les lignes ont bougé, pas parce que eux ils sont en train de faire du folklore. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Ce n'est pas le folklore. Vous savez, ce n'est pas le folklore qui change les choses. C'est le travail réel en souterrain. Vous croyez que c'est les 2-3 apparitions à la télé qui ont changé quelque chose, que le gouvernement n'était pas au courant de la situation, n'était pas mis au courant, que des discussions n'étaient pas entamées en amont? Ça fait depuis le début de cette crise, les partis politiques de la mouvance, notamment l'Union progressiste de Renouveau, je vais parler pour ce que je sais, a commencé à discuter avec le chef de l'État sur ces questions-là. Et nous ne sommes pas dans la démagogie complète, parce qu'on ne va pas mettre sur les plateaux télé ou on ne va pas faire des conférences de presse pour dire voilà, nous avons été voir le chef de l'État pour lui parler de ça. Si on devait le faire, on serait tout le temps avec vous en réalité. On serait tout le temps en train de faire des conférences de presse. Allez, on peut évoluer. Maintenant, nous allons parler de cet entretien exclusif entre le message du chef de l'État délivré le 21 décembre et cet entretien exclusif. Est-ce que vous avez semblé constater une avancée dans sa manière de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Mais puisque rester constant. C'est pratiquement les mêmes sujets qui ont été abordés, plus d'autres sujets. Monsieur Aounou, c'est deux exercices différents. Le chef de l'État, de façon constitutionnelle, a l'obligation chaque année de venir devant les représentants du peuple et de leur donner, de leur faire le bilan de la nation et les perspectives, bilan et perspectives. D'accord, voilà. Ça, c'est l'article 72 de la Constitution. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous allons faire. Voilà d'où nous venons, voilà où nous sommes et voilà où nous allons. Ça, c'est un exercice constitutionnel. Mais il nous a fait un entretien, nous avons eu droit à un entretien sur lequel il est revenu sur des questions d'actualité.
Ce n'est pas du tout le même exercice. Hein. Oui. Non, je dis les sujets sont revenus. Les sujets sont revenus. Est-ce que ce n'est pas de nature? Le chef de l'État a eu écho de ce que certains sujets il n'a pas été bien compris sur certains sujets et qu'il fallait les repréciser dans cet entretien. Bon, peut-être qu'il a reprécisé certains points, mais sincèrement, principalement, le chef de l'État est venu sur les questions d'actualité, les questions politiques, économiques, d'actualité. Libération des détenus politiques, le retour des exilés. Enfin, entre autres, oui. Entre autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Les réponses qu'il a données, là, il a dit par exemple que Amadougou a été condamné pour avoir commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou, même si le Parlement était à 100% démocrate, une telle loi d'amnistie ne peut pas être votée. Il a bien développé ce sujet. Vous a-t-il convaincu? Mais dis donc, moi j'étais convaincue depuis, je l'ai dit sur un plateau télé, que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que la question que je me pose aujourd'hui et ce que je constate, c'est que les démocrates n'ont jamais eu l'intention, ils n'ont pas l'intention de sortir ces personnes, enfin en tout cas d'apporter une aide substantielle aux personnes. Qu'est-ce que vous le faites dire? Mais parce que en fait, d'abord, ce qui est certain, c'est que on voit que leurs revendications politiques, leur projet de société, le principal projet qu'ils ont pour le Bénin, c'est ça, c'est de faire sortir des gens de prison. Hein. Et ça veut dire que si ces gens sortent de prison aujourd'hui, eux, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de projet de société, il n'y a plus rien qui se passera pour les démocrates. Je me suis rendu compte qu'en réalité, vous voyez, quand on prend la composition des élus, la plupart ont obtenu leur mandat parce qu'ils ont ce mot-là à la bouche. Nous allons libérer ce groupe de mots-là à la bouche. Nous allons libérer telle personne de prison. Mais ce n'est pas ça qui construit un pays. Donc, en réalité, si ces gens-là sortent de prison, si ces gens sortent de prison, leur carrière politique est terminée. Sur quoi ils vont faire leur mais peut-être qu'on peut faire un travail politique qui vise peut-être à mettre hors d'état de nuire les partis de l'opposition, notamment les démocrates, en libérant, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, en libérant les détenus politiques pour mettre fin, n'est-ce pas, à leur projet, je dirais, à leur projet politique. Le Bénin compte des milliers de détenus politiques. On les libère tous alors? Non, il n'y a que les détenus politiques en question sont ciblés par le parti, les démocrates. Donc il n'y a que les détenus politiques qui ont le droit d'être pardonnés au Bénin. Toutes les personnes qui ont commis des fautes moins graves, donc les directeurs d'école qui sont en prison parce qu'ils ont volé, ils ont soustrait des sacs de riz aux provisions des cantines scolaires. Ils doivent rester en prison. Il y a le pouvoir que la Constitution donne au chef de l'État, des prérogatives que la Constitution lui donne, n'est-ce pas, pour pouvoir gracier qui de droit. C'est-à-dire des citoyens, des concitoyens qui peuvent bénéficier, je dirais, de cette grâce présidentielle. La grâce est une prérogative du chef de l'État. Il l'exerce comme il veut. Oui. D'accord. La Constitution lui a donné ça. Il l'exerce. Très bien. Ça, c'est pas de notre ressort. Et donc, au niveau de la loi d'amnistie, on peut faire les démarches on amnistie une situation. D'accord. Des événements. Et donc les personnages qui sont dans ces événements peuvent bénéficier de la loi d'amnistie par effet boomerang. Mais là, ils veulent amnistier des gens qui ont été condamnés pour des faits différents. Comment on fait? Et puis, non, mais après, il y a une question de moralité. 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 Allons-y. Votre propre enfant décide de brûler la maison familiale, décide de faire du mal à des membres de la famille, à des membres de votre famille, à certains de vos fils. Vous prendrez les mesures nécessaires pour l'éloigner. Vous prendrez les mesures qui sont à votre disposition pour protéger le reste. Parce que, en fait, c'est de notre maison qu'il s'agit. Le Bénin, c'est de notre maison collective. Et c'est de ça qu'il s'agit. Chicotte carotte. Mais bon, moi j'ai dit qu'ils amènent la loi d'amnistie au Parlement. Si c'est voté. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que les démocrates font encore les choses comme on le faisait de 2006 à 2016. En termes de qualité, à minima, on donne toujours le moins bon aux Béninois. Aujourd'hui,
Nous avons produit des lois de qualité. Le Béninois est capable de produire des lois de qualité. Le Parlement béninois est capable de produire des lois qui sont reproduites partout ailleurs. Dans la sous-région, nous, quand on voyage, donnez-nous les tests du Bénin. Je ne peux pas vous dire au nombre de compatriotes députés, au nombre de collègues députés, que ce soit du Gabon, du Niger, de Nigeria même, à qui on a donné nos tests parce que nos tests sont bons, nos tests sont cohérents. Nous avions eu dans le passé des choses qu'on ne fait pas émotion. Ils savent très bien que ce test-là, techniquement, ne peut pas passer. Et c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qui pose le problème techniquement, honnêtement parlant? Qu'est-ce qui pose le problème technique du test en question? Mais parce que la loi, d'abord, pour voter une loi, il faut avoir une certaine majorité, n'est-ce pas? Oui. Ils ne l'ont pas, Oui. première chose. Oui. Deuxièmement, une loi d'amnistie n'est pas écrite de cette façon. On n'amnistie pas des personnes éparses. On amnistie une situation et on fait rentrer des personnes qui sont dans cette situation dans ça. Un événement, en fait. Oui. D'accord. Ils veulent amnistier des personnes qui ont été, comment on appelle, qui ont été condamnées pour des faits différents, pour des situations différentes. C'est un fourre-tout. Donc il faudrait 10 000 lois d'amnistie en réalité. Il en faudrait 10 000. Donc en résumé, le problème se pose peut-être en termes de forme. En termes de forme. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ce qui me prouve, et je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que les démocrates n'ont jamais eu l'intention d'aider, de soutenir les camarades, leurs camarades dont ils parlent à longueur de journée. D'accord. C'est qu'il y a quand même une loi, la loi de la suspension de l'exécution des peines qui est là. Et ils n'ont jamais été de cette loi qui est bien écrite, bien rédigée, qui est connue aujourd'hui, qui fait l'objet de réclamations un peu partout dans la sous-région. On nous demande de donner cette loi-là. Oui. Mais est-ce que la loi d'amnistie et cette loi dont vous parlez, n'est-ce pas, ont les mêmes effets, ont les mêmes conséquences? Mais l'effet... Est-ce que ces deux lois ont les mêmes conséquences? Mais que veulent-ils? Ils veulent libérer des gens de prison, n'est-ce pas? Ça libérera toute personne qui fera la démarche, qui entreprendra les démarches nécessaires et qui ira jusqu'à l'aboutissement de cette démarche-là, aura les résultats. Le résultat, c'est quoi? C'est suspendre l'exécution d'une peine. Une peine qui est en cours d'exécution, on peut la suspendre pour un moment et selon le comportement du mise en cause, ça peut être renouvelé, la suspension peut être renouvelée et ensuite, après, ça peut produire les effets d'une grâce. Mais ils n'en veulent pas. D'accord. Et pourquoi essayer de produire quelque chose qui déjà est mal rédigé, techniquement impossible, et puis même... Peut-être qu'avec une consultation des partis de la mouvance, un peu comme vous êtes en train de le faire, ils vont corriger la forme. On sent que c'est peut-être le problème de forme qui se pose au niveau de la loi d'amnistie proposée par l'opposition. Monsieur Ali Para, qu'ils aillent au Parlement avec cette loi. Les députés diront la loi. Et puis, comme d'habitude. D'accord. Allez, docteur Bénégan Fragla, nous allons évoluer. On a parlé démocrate, on a parlé également du Parlement. Il y a un sujet sur lequel le chef de l'État est revenu. Vous n'êtes pas sans savoir que le vent de la succession souffle en griffe déjà, les gens voient déjà sur le Bénin. Et sur la question de Olivier Bokor, par rapport à sa succession au niveau du palais de la Marina, il a dit ceci: Olivier Bokor, je ne sais pas s'il est candidat. D'un, le moment n'est pas arrivé, et de deux, je ne suis pas du genre à faire la promotion de mes amis, de ma famille. On peut dire trêve d'agitation pour ceux-là qui se lancent déjà dans la conquête du pouvoir au profit de Olivier Bokor. Ce qui est certain, c'est que le moment est trop tôt. C'est une certitude. Mais qui va loin, qui va loin ménage ta monture, dit-on. La ménage, mais pas ne l'épuise pas dès le début. Vous avez dit la ménage, la repose, lui permet à son monture de se reposer. Il va doucement, intelligemment. Donc on ne l'épuise pas dès le début. Donc, voilà. Mais c'est trop tôt. Nous sommes en 2024. Nous rentrons en 2024. Et nous avons un PAG qui est encore à l'œuvre, qui est en cours d'exécution. Nous avons des défis. Le gouvernement nous a promis de réhabiliter près de 800 centres de santé. Le gouvernement est en train de se battre pour mettre à la disposition des plus vulnérables aujourd'hui des cartes pour qu'ils puissent aller se soigner gratuitement dans ces centres de santé. Comment on fait pour que ça aille vite? Le gouvernement est en train d'améliorer la fourniture d'électricité dans notre pays, d'énergie électrique. Comment on fait
pour que ça aille plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on produit de l'électricité. Ils nous ont laissé en 2016 avec zéro capacité de production d'électricité. Aujourd'hui, on en produit. D'accord, on en a. Maintenant, c'est un point mais ultra positif. C'est un point de souveraineté nationale. C'est un point de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer les équipements qui emmènent cette énergie-là. Ensuite, il y a des endroits où nous n'avons pas encore d'eau. On va prendre le cas de Savalou. Le gouvernement, pendant tout le premier mandat, a dépensé des milliards pour forer, pour trouver de l'eau rapidement à Savalou. Malgré cela, ils n'ont pas réussi à cause de la géographie de Savalou. Ils ont aujourd'hui décidé d'aller chercher l'eau ailleurs pour l'emmener à Savalou. Donc, continuer à réinvestir dans Savalou. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Et ça, c'est pour l'intérêt des populations. Alors, c'est le rapport avec ça. Si se réveiller, dire que ce sont les défis que nous avons aujourd'hui. Les questions politiques, les partis politiques sont là pour les animer. Les débats politiques, les partis politiques sont là pour les animer. Et en temps et en heure, ils amèneront le débat de la succession et nous allons... Alors, on est curieux de savoir si fin 2023 et début 2024 s'assimilent pour vous à un réveil un peu plus tôt par rapport à la succession en 2026. Quelle est l'heure exacte selon vous pour susciter les candidatures et autres? On n'a pas de candidature à susciter. Lorsqu'on a des avis sur la question, on rentre dans des partis politiques et on fait remonter ces avis dans son parti politique. On fait le lobbying, le travail nécessaire dans son parti politique pour que en tout cas la personne pour laquelle nous militons soit celle-là qui soit retenue par le parti politique. C'est la meilleure manière. Animation de la vie politique par les partis politiques. Mais le Bénin a renforcé sa démocratie. Voyez-vous, par rapport à tout. Mais en quoi ça gêne quand on suscite, c'est-à-dire que des particuliers suscitent la candidature d'un citoyen béninois et que plus tard peut-être les partis politiques renforcent, je dirais, ce soutien-là, le soutien à sa candidature. En quoi ça gêne? Bon, on ne peut pas, en termes de liberté d'expression, on ne peut pas dire à un citoyen de se lever, de dire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, de dire voilà ce que je souhaite. D'accord. Alors, quelle interprétation faites-vous exactement de ces propos du chef de l'État hier devant Mais ce qu'il a dit est très clair. Le chef de l'État est un démocrate convaincu. Patrice Talon, un démocrate est un... Alors, il est un démocrate avec grand D. Il ne fait pas semblant d'être démocrate. Il ne fait pas ça. Il n'usurpe pas un nom pour faire le contraire, pour exiger le contraire. Le chef de l'État est un démocrate convaincu. Le chef de l'État est, dans la sous-région, l'un des seuls à avoir accompagné une réforme pour donner de la force aux partis politiques et remettre les partis politiques au centre de l'animation du débat politique. Dans notre région, nous sommes quasiment les seuls. Dans une région où c'est des coups d'État, où on ôte justement le pouvoir aux partis politiques. On descend les politiciens en réalité de leur fonction. On les démet de leur rôle, de leur fonction. Nous avons fait le contraire. Nous avons renforcé les partis politiques à travers une réforme qui est impressionnante, qui est enviée. Mais c'est son rôle de défendre cette réforme-là. Il est cohérent avec lui-même. Ce que nous avons commencé, nous devons le protéger parce que c'est ce que nous léguons. C'est ce que Patrice Talon va léguer aux futures générations. Sur ce détail, on est curieux de savoir Patrice Talon appartient à quel parti, puisqu'en 2021, pour son retour, pour son second mandat, bien entendu, on dit que ce sont les partis politiques et autres. Il y a qu'on a suscité sa candidature, il est revenu lui-même, et les choses se sont passées un peu comme on le souhaite en 2026 pour Olivier Bokor. J'ai pas compris. C'est-à-dire que les gens ont suscité la candidature. En 2016. Non, en 2015, 2016. Parce que en 2021, cette configuration. Oui, en 2021. En 2021 également. Je vais vous dire en 2021 également, bien que Patrice Talon soit au pouvoir et avait annoncé qu'il ferait un seul mandat. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Lorsque les individus ont commencé à faire des suscitations de candidature, le président de la République a été très clair. Et il a dit
partout. Il a permis aux partis politiques de le dire. Il l'a dit. Si vous voulez me soutenir, vous rentrez dans les partis politiques. Je me veux. Le chef de l'État était très clair. D'ailleurs, même à un moment, du coup, quand il a lancé ce message-là, nous avons reçu des mouvements qui sont venus, qui ont adhéré aux différents partis, en tout cas à l'Union progressiste de renouveau. Nous avons reçu. J'ai assisté même à des vous avez marraine en quelque sorte. Non, nous avons assisté à des demandes d'adhésion pour exprimer la volonté de tel ou tel groupe à soutenir en tout cas la candidature de telle ou telle personne. Et donc en 2021, c'est exactement ce qui s'est passé. Le chef de l'État a arrêté cela, a stoppé cela. Et tout de suite, les mouvements se sont calmés et ont choisi leur bord. Alors, donc en résumé, on attend juste c'est ce qu'il a. Vous savez, on ne peut pas faire quelque chose. Oui. Mais on dit chez nous, on ne peut pas mettre du sable dans son gari. D'accord. Alors, on en revient à cette portion de phrase du chef de l'État que Franck Arounou a rappelé tout à l'heure. Je ne suis pas de nature à faire la promotion de mes proches. Est-ce que vous sous-entendez là que Patrice Talon n'est pas prêt à soutenir la candidature de Olivier Bokor? Patrice Talon est très clair. Il n'a à soutenir la candidature de personne là où il est. Et aujourd'hui, ce qui est à l'heure actuelle, tout de suite, c'est pas son rôle aujourd'hui. Ce qu'on demande à Patrice Talon aujourd'hui, c'est d'aller au bout, en tout cas d'aller le plus loin possible dans les promesses qu'il nous a faites. Il nous a déroulé, lorsqu'il a fait le bilan le 21 décembre dernier au Parlement, il a mis à côté de ce bilan, il a fait suivre ce bilan de perspective, ce qu'on attend de lui. Et en 2024, on va l'attendre là. Ok, voilà ce que vous aviez dit. Mais c'est quand même curieux quand Patrice Talon dit qu'il ne sait pas si Olivier Bokor est candidat. C'est un sous-entend que son proche avec lui, ils n'ont visiblement pas changé. J'en sais rien. Mais j'en sais rien. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Je ne suis pas. J'en sais rien. Oui, si le chef de l'État a pu faire ce travail d'arranger-vous dans les partis, mais à quel moment la boîte de Pandore s'est ouverte pour que s'échappent ces éléments-là qui vont dans tous les sens aujourd'hui, commune par commune, et arrondissement par arrondissement, adhésion par adhésion. Il y a beaucoup de choses que font ces mouvements-là aujourd'hui. Effectivement, monsieur Aounou, comme vous avez dit, à quel moment la boîte de Pandore s'est ouverte, vous voyez, ce que moi je comprends de ça, c'est que les mauvaises habitudes ont la vie dure, la peau dure. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Il est très difficile une fois qu'on se bat pour changer les mentalités, on voit qu'il y a des réticents et des nostalgiques du passé. Mais nous allons maintenir le cap, nous allons maintenir la constance. Et même les récalcitrants comprendront que nous avons emprunté un chemin et nous n'avons aucune intention de revenir en arrière. Est-ce que le débat se mène, même si c'est petitement, n'est-ce pas, au sein de votre parti, par exemple? Mais entre individus, vous ne pouvez pas nous empêcher, entre individus, de discuter entre nous. Ça, c'est personnel, ça, c'est privé. D'accord? Avoir nos opinions personnelles. Mais le débat politique, le débat public que ça suscite, nul n'a le droit de le faire aujourd'hui, parce que nous sommes concentrés à répondre aux besoins des Béninois aujourd'hui. D'accord. En termes de curiosité également, on est curieux de savoir comment les choses se sont passées avec Osbat Omeki, qui est un membre non négligeable de votre parti et qui, bien entendu, s'est permis d'annoncer, en tout cas à sa manière, à lui, cette question je dirais, pas forcément de succession, mais en tout cas de suscitation de candidature de Olivier Bokor. Comment votre parti a essayé de gérer cela? Bon, vous savez, c'est un choix personnel. Hein, j'ai pas opiné là-dessus. C'est vraiment ça. C'est monsieur Omeki qui répondra de ce qu'il a fait. Le parti politique est resté digne, constant, est resté droit dans ses bottes. Hein. D'ailleurs, le président de l'Union progressiste de renouveau a dit lors du lancement de la tournée de reddition des députés que rien ne se passera sans les partis politiques et que ce sont eux qui diront en temps et en heure ce qui se passera ou feront les choix des candidats. Donc le parti politique est resté clair sur cette question-là. Que vous dire d'autre? Nous n'avons pas changé de cap. Je vais vous donner vous faciliter la tâche. Vous avez répété tout au long de cette émission que on travaille pour améliorer les conditions de vie des Béninois et ainsi de suite. Je vous donne cette portion de l'intervention du chef de l'État. Il a dit: le rythme de l'évolution du PAG ne me satisfait pas encore. parce que je suis un perfectionniste, mais nous venons de loin. De ce qui a fait, nous avons fait des efforts. Mais nous avons besoin de plus de temps. Et 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 nous avons besoin de plus de temps
si loin qu'aller vite serait de l'utopie. Est-ce que vous, soutien du chef de l'État, vous ne semblez pas faire un soutien beaucoup trop fort que celui que veut le chef de l'État, lui, il est plus réaliste lorsqu'il dit, par exemple, que le PAG ne va pas au rythme qu'il aurait souhaité. On sent que vous avez une vitesse un peu supérieure à celle du chef de l'État. Vous, c'est soutien. Vous savez, malheureusement, nul n'a une baguette magique. Nous, soutiens, nous sommes dans notre rôle d'exiger que ça aille plus vite. Mais lui, gouvernement, chef de l'État, chef du gouvernement, chef de l'État, lorsqu'il met en œuvre tout ce qu'il dit, il rencontre des aléas. Ça, on peut le concéder. Mais nous ne pouvons pas même dire qu'à cause de ces aléas-là, nous applaudissons et que voilà. Nous avons le droit de continuer à dire d'accord, mais on veut que ça continue à aller. Lui doit être réaliste et pas vous. Non, je n'ai pas dit ça. Nous ne sommes pas à sa place, d'accord? Est-ce que c'est vous, votre méthode, peut-être, je dirais, de l'aiguillonner un peu plus pour que, bon, il augmente un peu de vitesse, bien qu'il soit réaliste et qu'il estime qu'une plus grande vitesse serait de l'utopie. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Patrice Talon a été réaliste lui-même? Parce que il a pris des engagements qui sont très forts, qui sont mais vraiment ultra ambitieux pour notre pays, et de là d'où on vient, qui sont vraiment ambitieux. Est-ce que lui-même a été réaliste au moment où il faisait ça? Mais c'est ce qu'on attend de lui en fait. Nous ne voulons plus d'un chef d'État qui va nous proposer le minimum. Nous voulons le maximum, vite et bien. Et après, vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes dans un monde globalisé où nous ne vivons pas en autarcie, nous ne pouvons pas fonctionner seuls. Tout ce dont nous avons besoin même des autres pour fonctionner. Et ce qui touche les autres nous touche et ralentit ce que nous pensons faire chez nous. Donc, voilà. Sur la question du Niger, pour passer à un autre axe de nos discussions, nous n'avons plus assez de temps. Sur la question du Niger, le chef de l'État vous a-t-il convaincu? Il a dit, je cite par exemple, on ne peut pas être responsable et dire que notre cœur nous dit de ne pas réprimander ceux qui ont fait des fautes, c'est faire l'apologie du péché. Il a également dit au sujet du Niger, le message et la position de la CEDEAO, que la position du Bénin était la seule option qu'on avait. On n'espérait pas que les choses dégénèrent à ce point. Écoutez, le Bénin est un pays démocratique. C'est une façon de reviser sa position d'entre-temps. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut rester cohérent avec ses convictions. Ou nous sommes démocrates ou nous ne le sommes pas. Moi, c'est parce que mon pays est un pays démocratique que je peux être devant vous en train de parler, n'est-ce pas? Nous sommes un pays qui a réaffirmé la démocratie à travers sa constitution, qui a réaffirmé la place des partis politiques, qui a réaffirmé la place, le temps de chacun, d'action en tant que politique de chacun dans sa constitution. Nous sommes le seul pays à avoir dit que on ne peut pas faire plus de 2 mandats de sa vie. Aucun. D'ailleurs, certains sont encore réticents à inscrire seulement les 2 mandats seuls, même dans leur constitution jusqu'à ce jour. Donc nous sommes un pays profondément démocratique. Pourquoi est-ce que nous allons dire que ceux qui font la rupture de la démocratie sont dans le bon droit? Comment est-ce que nous pouvons les applaudir? Si moi, en tant que démocrate, j'applaudis ceux qui font la rupture de la démocratie, ça veut dire que j'autorise les d'autres à rompre la démocratie qui me fait vivre, qui fait ma légitimité à moi. Je ne peux pas prôner quelque chose chez moi et applaudir le contraire ailleurs. Donc, la posture du chef de l'État, la posture de la CEDEAO est celle qui est adaptée. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, je le dis haut et fort, c'est que cette posture-là ne soit pas... En fait, que très tôt, il n'est pas perçu le danger de l'enchaînement des coups d'État et qu'il n'y ait pas eu cette posture-là depuis le début. Parce qu'ils auraient été plus forts depuis le début, ils auraient tapé du poing sur la table que peut-être que nous aurons sauvegardé la démocratie au Niger, en Guinée ou dans les pays qui ont suivi le Mali. Au Burkina, dans les pays qui ont suivi le Mali. Voyez-vous, nous parlons de pays qui aujourd'hui, dans lesquels aujourd'hui les partis politiques n'existent plus. Moi, vous m'avez invité en tant que membre de la direction exécutive de l'Union progressiste de renouveau. Dans ces pays-là, je n'aurais eu aucune légitimité ce jour. Nous parlons de pays où le Parlement n'existe plus, les parlementaires n'existent plus. On désigne des individus
Mais on dit que voilà, ils sont parlementaires, ils représentent le peuple. C'est pointant. C'est ce qu'ils disent, mais nous sommes toujours dans le temps aujourd'hui. Oui. C'est ce qu'ils disent. Donc, moi j'estime que, sincèrement, effectivement, bon, vous voyez, les peuples choisissent leur destin, hein, d'accord? Les peuples choisissent leur destin. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est nous, dans tous les cas, et avant toute chose, c'est le Bénin, d'accord? Si nous disons, voyez-vous, votre voisin, vous lui dites, voilà, ne tenez pas votre maison comme ça, c'est pas la manière dont nous tenons notre maison dans notre famille. Et il dit, bon, je veux poursuivre. D'accord, vous prenez acte, mais vous continuez à faire les choses pour que chez vous, les choses se passent bien. D'accord. Nous allons aborder maintenant un autre axe. Vous avez insisté à donner votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos communes. Il y a une réforme qui est en cours et qui a donné lieu à l'avènement des secrétaires exécutifs. Et dans le lot, nous avons des femmes. Et pour vous, ces femmes-là sont inconfortables aujourd'hui dans la mission qui leur est confiée. Pourquoi vous le dites? Alors, en fait, déjà, je voudrais vous remercier pour cette question qui me tient à cœur. L'actualité aujourd'hui parle met en valeur des communes dans lesquelles les SE de sexe féminin ont été victimes de pratiques contre lesquelles nous nous battions depuis un certain temps. Depuis la 8e législature, nous avons mené des réformes, nous avons produit des textes de loi, nous avons mené des discussions pour que certaines pratiques reculent dans notre pays et soient fortement réprimandées. Le gouvernement pour accompagner ces textes de loi, a pris des mesures, a mis en place des institutions. Nous avons une chambre aujourd'hui qui, à la Criette, s'occupe de juger les crimes de harcèlement d'un certain type. Nous avons l'Institut national de la femme qui a été mis en place pour justement accompagner la femme béninoise dans la jouissance de ses droits légaux ou dans sa protection. Et malgré cela, des femmes, dans leur rôle, sont mises à mal, où on leur demande de se compromettre physiquement. Et elles subissent des choses inacceptables. Ce qui est important aujourd'hui, ça fait une forme de harcèlement. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Et à mes yeux, si cela continue, c'est qu'il y a un échec quelque part. Ça veut dire que les mauvaises habitudes se poursuivent, n'est-ce pas? Mais que les institutions que nous avons mises en place ne font pas assez pour prévenir et protéger. Et c'est le moment ou jamais pour l'Institut national de la femme de nous montrer qu'il est aux côtés des femmes, quelle que soit leur position dans la société béninoise. Et de faire des exemples. Parce que l'Institut national de la femme a tous les moyens aujourd'hui. C'est un institut qui est indépendant, a tous les moyens. On a entendu sa présidente. Alors, quel est le cas qui vous a le plus marqué avec l'actualité au niveau des SE, notamment les SE, c'est-à-dire les secrétaires exécutifs? Alors, ça a commencé avec la SE de Tukuntuna. Nous avons tous été effarés par ce qu'elle a rapporté. Et aujourd'hui, nous avons le décès de la SE de Bantais qui nous laisse perplexes. Déjà, en tant que femme. Non seulement le décès, il y a également cet audio de cette femme qui a fait le tour des réseaux sociaux. Qui nomme des responsables de sa situation, de ce qu'elle a vécu. La société béninoise n'a pas le droit de se taire sur ça. La société béninoise doit enquêter, doit rechercher les informations. Vous demandez qu'on ouvre une enquête. Qu'on ouvre une enquête. Voilà, et que les personnes citées soient entendues sur la question. Et qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Et qu'on aille au bout des procédures, si cela est nécessaire. Alors, est-ce que vous n'avez pas vite un peu en besogne si on n'a pas encore une enquête qui est... C'est ce qu'elle a dit, ce serait peut-être la parole de la SE contre peut-être celle des responsables. Mais déjà qu'on nous dise ce qui est mis en œuvre, qu'on soit au courant de ce qui est mis en œuvre, quelle est la procédure engagée en ce temps, dans ces temps-là, pour questionner justement la lumière sur la situation. Parce que vous voyez, dans cette situation, aujourd'hui en réalité, il faut savoir que le fait d'en parler même, le fait de voir que les institutions en charge de cela se sont saisies de ces dossiers, va
ce fait va permettre à de potentiels candidats à de mauvaises pratiques de se calmer. Et ça va donner un message fort à la société béninoise et aux femmes béninoises qui rentrent dans des fonctions où elles peuvent être en difficulté. Déjà du fait de leur position, du fait de la fonction elle-même, parce que il n'y a pas que les SE de sexe féminin qui subissent quelque chose. Les SE, on va dire, la réforme connaît des difficultés. Les SE ont des difficultés dans leur mairie et les maires également ont des difficultés. C'est de part et d'autre en réalité. Ça dit un peu comme d'autres observateurs. Les femmes subissent une pression supplémentaire du fait de leur biologie. Est-ce que cette réforme, selon vous, est à revoir un peu? Il y a des réglages à faire à ce niveau, à défaut peut-être de retirer tout le projet. Ah non, pas du tout. Lorsqu'on fait l'esprit de la réforme est exceptionnel, d'accord. Et dans la pratique, on rencontre bien. S'il y a des difficultés, on fera le point en temps et en heure. Et puis, les partis politiques vont jouer un rôle auprès de leurs élus. Le gouvernement va continuer, en tout cas, ceux qui mettent en œuvre la réforme vont continuer à travailler, à améliorer les relations entre les élus et entre les élus et les SE. Voilà. Cette émission, c'est une libre tribune. Est-ce que vous avez l'impression de n'avoir pas abordé un sujet qui vous tenait à cœur, Madame Médégan? Alors, je pense que nous avons parlé de tout. Oui. Nous avons parlé des sujets qui vous tiennent à cœur, vous journalistes. Oui. Vous êtes ceux-là qui posez des questions qui tiennent à cœur à nos compatriotes. Donc, je pense que vous avez abordé la plupart des choses. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a dans l'entretien du chef de l'État hier, nous avons eu un entretien de vérité. Nous avons vu le chef de l'État dans une posture remarquable parce qu'il a abordé des sujets qui sont tabous avec une sérénité remarquable. Nous avons eu d'autres sons de cloche par rapport aux légendes qu'on nous cite, qu'on nous raconte à tort et à travers depuis, on va dire, une décennie maintenant. Et ça permet à tous les Béninois de se faire une opinion claire de ce qui s'est réellement passé. Et c'est la chose sur laquelle je voudrais terminer, insister et dire et demander à mes compatriotes de demander au président Yahi Boni de nous faire le point des personnalités politiques qu'il a lui-même graciées ou dont il a fait bénéficier de lois d'amnistie pendant ces 10 ans de mandat. Si on réussit à en citer un seul, je leur tire chapeau. Et que... Dites avoir pardonné Patrice Talon, mais Patrice Talon dit aujourd'hui que lui il n'a été pardonné de rien du tout. Il a dit clairement au cours de cet entretien-là, il a été pardonné de rien du tout et que lui ne reconnaît pas ce pardon que cite à chaque fois le chef de l'État et que cite d'ailleurs les démocrates en général pour citer une référence pour dire mais vous avez été pardonné, aujourd'hui on vous demande de pardonner et vous ne le faites pas. Donc, les démocrates nous ont entretenu une légende, un mythe. Oui. Le mythe est tombé aujourd'hui, d'accord? Et on dit que le président Yahi Boni a pardonné. Il a pardonné quoi? Il y avait une instruction en cours. Le président Talon a bénéficié d'un non-lieu en première instance. La Cour d'appel a réaffirmé ce non-lieu-là. Et pendant que la Cour suprême demande à la Cour d'appel de rappeler, de reconstituer les juges et de refaire l'instruction, de refaire l'instruction, le président Yahi Boni, comme d'habitude, dans une posture qu'on appelle dans une posture qu'on lui connaît très bien, je ne vais pas qualifier cela. D'homme d'État. Oui. Mais il a cité. A fait comme il a l'habitude de le faire, a été dans l'émotion et nous a fait de la manipulation politique. Combien de fois il y a eu des démarches. Ce pardon est de la manipulation politique. On pardonne quelqu'un qui a commis une faute. Et si la personne a commis la faute et que la faute est reconnue, en fait, la démarche logique, excusez-moi, monsieur Alikba, la démarche logique aurait été que Yahi Boni a
attendent que la procédure judiciaire aille jusqu'au bout, qu'on ait des condamnations. Et là, il nous aurait fait des médiations, par exemple, de l'ancien président sénégalais qui a occupé le poste de la francophonie, Abdou Diouf, n'est-ce pas, qui est rentré dans des médiations et qui a permis également d'obtenir ce pardon. Le chef d'État a été très clair. Il n'a pas appelé Yaïbo. Est-ce que pour ne pas forcément se référencier, je dirais, à Boni Yayi, savoir le nombre de personnes qu'il a graciées en tant que président en son temps, est-ce que vous ne pensez pas que sous Patrice Talon, quelque chose est peut-être faisable à l'endroit des détenus politiques à l'heure actuelle? De tous les détenus, des détenus politiques, là, des détenus uniquement politiques, hein. Tout dépend de la nature des fautes que ces détenus-là ont commises. Pourquoi elles ont été condamnées. Et encore une fois, pour protéger la maison Bénin, si on doit mettre certains de nos enfants, on doit éloigner certains de nos enfants pour que la maison Bénin se porte bien, nous allons le faire. Et puis la justice a donné ses condamnations. Nous devons respecter les décisions de justice. D'accord. On aura l'occasion une autre fois de revenir et jeter un regard sur ce qui a été, je dirais, l'actualité, les actions au niveau du parti Union Progressiste, le Renouveau. Mais très rapidement, comment vous envisagez 2024 au niveau de votre parti? 2024 s'annonce une année tout aussi brillante, en tout cas productive au niveau de notre parti politique. Nous continuons à organiser notre parti, à structurer nos organes. Hein. Vous allez voir, nous sommes en train de rentrer dans l'installation de nos cellules. Et puis, nous sommes en fait, l'objectif de cette installation-là, c'est pour aller encore plus près des Béninois, être vraiment près de nos concitoyens, être dans tous les quartiers de ville et de village. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là et 2024 va nous permettre de continuer dans cette dynamique, mais aussi de continuer à défendre les Béninois. Parce que plus nous serons proches d'eux, plus nous pourrons continuer à remonter leurs desiderata, leurs revendications et défendre leurs intérêts, notre intérêt supérieur. Vous êtes une mère, nous sommes à la veille de la fête de Noël. Oui. Vous avez quelque chose à dire aux petits-enfants qui vous écoutent? On ne sait jamais en ce moment. Je voudrais souhaiter joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde, à tous mes compatriotes et à nos enfants. Bonne fête de Noël. J'espère que Papa Noël passera dans tous les foyers et nous dire à tous que 2024 sera une année encore plus belle parce que nous sommes en train de faire du chemin et 2024 sera encore mieux que 2023. Voilà. Merci. Docteur Médégan et Fagla, vous êtes bien entendu, vous étiez sur ce plateau de Zone Franche pour aborder les sujets brûlants de l'actualité, entrevue exclusive du chef de l'État, message du chef de l'État à la nation, l'actualité politique surtout dans votre casquette de membre active de la direction exécutive du parti Union Progressiste Le Renouveau. Nous avons fait le tour d'horizon. Mesdames et messieurs, Madame Fagla, merci d'être passée. Merci à vous de m'avoir invité. Ça n'est pas toujours facile d'avoir les hommes et surtout les femmes politiques. Et chaque fois qu'on m'invite, je suis là. D'accord. J'accepte les invitations avec beaucoup de plaisir. On va compter sur votre traditionnelle disponibilité. En 2024, on se retrouvera certainement. Wahab Ali Para, merci, merci pour ta compagnie. Merci à toute l'équipe de réalisation qui s'est mobilisée pour, bien entendu, la tenue de cette émission. On se reprend en 2024.